zéro deal sans le décisionnaire final. Zéro. Plutôt que de vouloir gonfler artificiellement un pipe qui est troué de toutes parts. La trame commerciale, c'est un peu comme tu joues de la musique, bah t'apprends tes gammes, et une fois que tu connais tes gammes, là tu peux improviser et faire des trucs chambés. Le FOMO qu'a amené l'IA là, sur les 6 derniers mois a dû peser une dette de productivité assez importante dans les entreprises. Franchement, il y a aucune solution qui me satisfait pour le moment. C'est un agent IA qui est dopé à Claude. Qui permet de te dire si oui ou non la personne est éligible ou pas éligible. C'est un outil pour les managers et pour nous d'être capable d'évaluer le niveau du collaborateur. Lies, bienvenue sur ce 5e épisode d'OTE. Je suis très 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 content de t'avoir ce matin pour discuter de vente, d'opération, de revenus operation. Toi, Lies, tu as commencé du coup en tant que consultant. Tu as vite pivoté vers des sujets revenus operation et sales ops, notamment chez Up2. Tu as eu un passage aussi où tu as monté l'offre revenu operation sales ops chez Up2 et donc tu l'as même vendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un peu cette double casquette de je connais très bien la vente et je connais très bien les opérations. Et j'imagine que ça fait partie des raisons pour lesquelles ça fait maintenant 1 an et demi que tu accompagnes des scale-up comme Aircall, Tango, LegalPlate, dont on a entendu parler ces dernières semaines, sur leur sujet revenu operation. Et donc, hyper content de t'avoir ce matin pour discuter de tous ces sujets-là. Effectivement, pendant quelques mots, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur des sujets effectivement assez divers, que ce soit au niveau des grandes entreprises, sur des sujets de structuration de projets assez structurants d'un point de vue revenu, des problématiques un peu plus opérationnelles chez Up2 où j'ai mis les mains dans le cambouis dans la machine de vente en tant que premier RevOps et ensuite en montant l'équipe RevOps. Et après en faisant de l'intrapreneuriat chez Up2 puisque j'ai monté la 4e verticale effectivement. Et là, ça fait effectivement un an et demi que j'accompagne des entreprises sur des sujets de performance commerciale et de revenus opération. Et donc c'est assez divers. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais Ouais. et je suis très content aujourd'hui d'accompagner des structures de taille de type start-up ou en tout cas de scale-up sur des sujets de performance de revenus de manière générale. Ouais, hyper intéressant. Et justement, ton petit crochet sales, du coup, toi, c'était la première fois que t'as eu une vraie activité de commerciale quand t'as montré la 4e BU chez Up2. Alors j'avais fait une alternance d'1 an en tant que chef de secteur dans la grande distribution chez Yoplait. J'avais fait ça aussi, ouais. J'étais chez Yoplait. Ah, marrant. J'étais Ok. chez Yoplait, j'ai fait mon alternance en tant que commercial terrain. Mais sans critiquer ce type de poste-là, je dirais que c'est pas vraiment de la vente pure et dure, puisque les produits sont déjà plus ou moins pré-vendus. C'est un Ouais, travail plutôt de représentation physique, de de référence. négociation, de référencement. Ouais. Après, quand j'arrivais dans un magasin, ils avaient la possibilité de commander l'ensemble de mon catalogue, mais ils commandaient souvent entre 20 et 30% du catalogue. Donc, il y a quand même un travail commercial pour aller chercher un peu plus de comment dire, d'occupation du territoire. Ouais. Pour autant, je dirais pas que c'est de la vente pure et dure comme j'ai pu le connaître a posteriori. Donc, j'avais déjà fait un peu de vente. Je pensais en avoir déjà fait. Mais quand j'ai commencé à vouloir vendre de la prestation de service pour les TPE, Ouais. PME françaises d'un produit que j'ai créé from scratch, j'ai pris Ouais. une grosse claque, effectivement, puisque c'était la première fois que je le faisais. Mais je pense que t'as un truc aussi, du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans aussi. T'as un côté, tu vois, en GMS, ils ont l'habitude de voir des représentants commerciaux qui viennent parler de détention numérique, d'opérations, etc. Et donc, il y a un côté un petit peu, tu vois, ils ont l'habitude et ils savent ce qu'ils achètent. Alors que quand tu montes une offre, bah, globalement, il y a personne qui t'attend. Sur des sujets, en plus, revenu operation, quand toi, t'as monté l'offre, on en parlait à peine. Enfin, c'était les tout débuts du revenu operation en France, quand t'as monté ça chez Up2, non? Sur les startups scale-up, non. Ouais, Ça faisait quand même quelques années que ça commençait à venir, puisque je l'ai monté en 2023, ouais, ok. l'offre. Donc les revenus opérationnels sont plutôt arrivés, je dirais à partir de 2017, 2019, 2020. Ça commence Ouais, d'accord. tout juste à arriver dans certaines boîtes très structurées en France, type Criteo, La Fourchette, euh, toutes ces grosses structures en fait qui avaient des profils ops mais qui venaient plutôt des États-Unis et Ouais, qui sont venus par le biais plutôt du CRM. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais moi quand je monte cette offre là, je l'adresse aux TPE PME et en fait les RevOps et les TPE PME c'était effectivement
on en était très loin. Ils avaient même pas de CRM en fait ces boîtes-là. Donc le premier levier sur lequel on a accéléré, c'est déjà mettre en place un CRM pour suivre la Ouais. performance, quoi. Et côté commercial, justement, ça m'intéresse. Tu disais, bon, en vrai, c'était pas simple. C'est quoi les trucs que tu as trouvé le plus compliqué quand tu as dû développer cette offre-là sur ce marché-là? Euh, alors déjà, j'ai entre guillemets, j'avais de la chance, j'avais la puissance de frappe de tout puisqu'on avait une centaine de commerciaux. Je faisais pas le travail de prospection à froid pur et dur. Donc Ok. moi j'étais un closer, ou en tout cas je m'occupais des deals à partir de la découverte, enfin à partir du premier rendez-vous de découverte jusqu'au closing et après jusqu'à la mission, jusqu'à la satisfaction client. Mhm. Donc déjà, j'avais pas tout l'ensemble du cycle de vente, mais malgré ça, ce que j'ai trouvé complexe, c'était déjà mais il fallait trouver un go-to-market au niveau Ouais. de l'offre. Et le go-to-market, t'as beau vouloir tester des choses d'un point de vue produit, d'un point de vue pricing, etc. La meilleure façon de pouvoir le crash tester, c'était de se retrouver face à des prospects. Donc la première difficulté, ça a été être capable de bien ajuster le discours, le prix, le produit en fonction des problématiques de mon marché. Et le premier Mhm. trimestre, ça a été très compliqué. J'ai beaucoup crash testé des choses. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est ma propre montée en compétence sur de la vente semi-complexe quand même, hein, quasi complexe, puisque je faisais face à des DG de PME, des Ouais. directeurs commerciaux, des décisionnaires, des gens qui prenaient des décisions pour des projets qui pouvaient représenter parfois 30, 40, 50 000 euros, des beaux paniers moyens potentiellement, et des décisions qui avaient des impacts sur le business en fait de ces boîtes-là, qui étaient très structurants pour eux. Être capable d'être un partenaire de confiance, et tout ça en visioconférence, hein, puisque je me déplaçais pas chez mes prospects. Donc il y a le go-to-market, deux, ma propre montée en compétences, Mhm. et c'est déjà bien. Ces deux sujets, c'est déjà deux gros sujets. Ouais, tu m'étonnes. Et justement, sur le sujet monter en compétences, est-ce que tu as souvenir de trucs que tu as appris ou que tu as testé et tu t'es dit, ah ouais, si j'avais su ça avant, peut-être que ça aurait été un petit peu différent les précédentes conversations que j'ai pu avoir avec des prospects. Ouais. Déjà, c'est assez marrant puisque bon bah j'étais chez Up2. Up2, c'est quand même une belle boîte d'un Et point de l'école de vue vente en plus, ouais. ouais d'un point de vue école de vente. Donc j'avais quand même autour de moi des personnes qui étaient très fortes pour être Mhm. capable de m'inculquer ce que c'est qu'une belle vente. Euh, donc j'avais mon N plus 1 qui était qui était très proche de moi au tout début justement pour m'aider à faire cette montée en compétences là. Et au tout début, en fait, je rentrais dans quelque chose de très scolaire où je devais apprendre ma trame par cœur. Ouais, ok. Et Et je me retour souviens de avoir mes calls au tout BPC. début, voilà mon BEBDC avec mes verticalisé à mon offre, avec vraiment mes questions. J'avais mon écran, j'avais un deuxième écran avec ma méthode de vente et j'hésitais de le suivre à la lettre parce qu'en fait, très naturellement au tout début, je sortais de ma trame, je sortais de ma trame et j'y revenais plus. Je perdais complètement le fil Ouais, de ok. mes rendez-vous. Et truc tout bête, mais j'ai perdu des deals au tout début parce que je respectais pas ma trame. Des choses assez basiques où j'étais pas allé chercher le timing, où j'ai pas été chercher le décisionnaire, où j'ai pas été chercher le budget parce que pris dans des conversations sur des choses beaucoup plus annexes. Et donc en fait au tout début, mon gros enjeu c'est ça, c'est de maîtriser la trame par cœur. Et je me souviens de faire des one-one, des mises en situation avec mon manager où en gros il me faisait réciter par cœur la trame. Et j'avoue qu'à plus de 30 ans, revenir à du par cœur, Ouais, c'était dur, mais c'était nécessaire puisque en plus une fois que j'avais compris ça, derrière j'avais l'intelligence commerciale pour pouvoir un peu plus ouais. jongler avec mon cycle de vente. Et c'est marrant, ce truc de la trame, ça revient beaucoup dans les discussions que tu peux avoir avec des sales, et t'en as qui disent, tu vois, c'est un peu le côté, oui, mais la vente, c'est pas un script. Et moi, j'ai un peu l'impression que la trame commerciale, c'est un peu comme, tu vois, tu joues de la musique, bah, t'apprends tes gammes, et une fois que tu connais tes gammes, là, tu peux improviser et faire des trucs chambés. Mais tant que tu connais pas et que tu maîtrises pas le b.a-ba du truc, en fait, tu vas passer à côté de choses hyper importantes, et puis après, ce sera qu'à la fin que tu pourras t'en rendre compte, quoi. Exactement, exactement. Et tu vois, enfin le BEBDC, donc c'était la méthode de vente d'Up2, c'est t'as Medic, enfin t'as Spice, Ouais, t'as un plein. Euh, Tu passes quand même 80-90% de ton call, faire une belle découverte. Et je dirais que peut-être les 4-5 dernières minutes, tu vas potentiellement te focus sur
le décisionnaire, le timing, le budget. Hmm. Alors peut-être pas le budget parce que le budget t'en as peut-être parlé en amont, mais au moins le décisionnaire, le timing euh, et en fait ces deux points-là, si tu les omets, t'as beau passer une heure et demie de découverte, c'est des points qui peuvent te faire péter ton deal. Ouais. Typiquement, le premier trimestre, j'ai perdu beaucoup de deals, mais c'est pareil, voilà, je crash testais parce que en face de moi, j'avais pas le décisionnaire final, j'avais toujours le sponsor, j'allais dire coup. Et le directeur commercial, il voulait qu'on améliore ses opérations commerciales, il voulait un nouveau CRM. Sauf que qui Ouais. appuyait sur le bouton à la fin, c'était le directeur général. Donc, Ouais. l'enseignement numéro un de mon post premier trimestre, c'est je ne fais plus de deal. Bon, à minima, je ne fais plus de R2, donc de proposition, sans avoir le DG. Je refuse les deals. Comme Salesforce. Salesforce, c'est si on n'a pas les décisions dans la boucle, on vous parle pas en fait. Et comment tu le... C'est intéressant, parce que ça fait écho à des questions que j'ai pu me poser aussi chez Eager. Comment tu faisais pour fin de R1? Tu vois, t'as bien matché avec le Dirco, la discussion était intéressante, etc. Il dit, non, non, t'inquiète, le R2, on le fait ensemble et moi, je le porterai le sujet à ma direction dans un second temps. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident parce que souvent il y a un truc de euh, bypass ou en tout cas ils veulent garder le bébé de leur côté. Ils Ouais, veulent au début j'ai eu du mal et après j'ai tenté des trucs qui ont plutôt bien marché. Je faisais une sorte de quand je sentais qu'il y avait de l'adhésion pendant le R1, il y a des signaux en fait qui sont assez marquants. Je me gardais 15-20 minutes dans mon R1 pour faire une sorte de pré-R2 de voilà demain à quoi ça pourrait ressembler la proposition si on avance ensemble. Et l'objectif, c'était d'aller chercher un maximum d'adhésion de la part du directeur commercial en face de moi et de lui dire, bon, est-ce que là, on est OK pour se dire que c'est ce qu'il faut pour vous, pour entreprise X. OK. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, on est dans le même bateau. Toi et moi, ouais, on est dans le même bateau. Vous et moi, on est dans le même bateau. Et maintenant qu'on s'est dit ça, notre objectif numéro un, c'est d'aller convaincre le directeur général. Euh, D'expérience, si je laisse le directeur commercial tout seul présenter des éléments que je vais vous montrer, il va y avoir une déperdition d'informations qui peut représenter jusqu'à 50-60% de ce que moi je vais vous expliquer lors du deuxième rendez-vous. Donc la bonne pratique et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que maintenant qu'on est une équipe, j'embarque en fait le directeur commercial avec moi, c'est qu'on soit tous les deux dans ce travail de conviction et que le directeur général vienne lors de la prochaine échéance. Sinon, ça ne marchera pas. ouais. Ouais, donc tu le championises vraiment au sens propre du terme. C'est je fais de toi mon partenaire. Et une fois qu'on est d'accord pour être partenaire, on a le même objectif et on va bosser ensemble. Première étape, c'est de parler aux bonnes personnes, quoi. Exactement. Au début, quand j'avais comment dire, quand en face de moi il me disait non non mais j'ai vraiment besoin de le présenter tout seul, je laissais faire. Et en fait, au bout d'un quarter, deux quarters, Ça marche pas, il y a- tu le vois. non mais il y avait une data qui était très claire. C'est j'ai signé zéro deal sans le décisionnaire final. Zéro, Hmm. zéro. J'ai jamais signé ces typologies de deals. Et à chaque fois, je le perdais sur la transmission entre le champion et le mec qui appuyait sur le bouton parce qu'il comprenait pas. Il comprenait pas, il voyait des slides. Je ne sais, tu perds la main commercialement sur ce qui se passe après. Tu sais pas comment il va le présenter, tu sais pas comment il va le pitcher. Ils vont se concentrer que sur les slides de pricing. Ils vont pas du tout regarder l'investissement, est-ce que ça va représenter à la fin. Donc Ouais. en fait, c'est pas possible. Et puis même s'ils ont des questions, tu n'auras pas le côté assertif, je connais mon offre, j'ai build le team, j'ai références clients, etc. Donc tu confies le bébé à quelqu'un d'autre, quoi. Tu transfères la Voilà. responsabilité à quelqu'un qui maîtrise moins bien le sujet. Exactement. D'où, dans ton rendez-vous 1 de découverte, la nécessité de bien creuser dans le décisionnaire, et pas exclusivement poser la question de qui est le décisionnaire, mais en fait, comment se passe la décision? Est-ce que toi, en tant que directeur commercial, tu as un budget? Tu peux appuyer sur le bouton, pas appuyer sur le bouton. Hmm. Tu dois convaincre qui derrière, enfin, avoir mapper le processus des décisions de l'entreprise. Ouais, d'où l'importance d'avoir son BEDC sous le coude pour rien oublier. Exactement, ou son Spice, ou son Medic, ou ce qu'on veut. Et question qui me vient quand tu décris ça, donc t'as géré cette offre-là pendant 1 an et demi, c'est ça, 2 ans? Un peu, un an et demi, ouais. Ça a été quoi le... alors, j'ai deux questions derrière, mais je vais les poser une par une. Qu'est-ce qui fait que tu es retourné du coup sur des sujets RevOps? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et qui est très en ligne, c'est dans quelle mesure est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un atout pour toi d'avoir cette double vision qui est à la fois RevOps et puis commercial, parce que tu l'as été aussi? Ouais, c'est une bonne question.
je suis pas parti sur, enfin, je me suis pas lancé en freelance avec une fiche de poste à proprement parler. C'est juste que RevOps pour moi c'était le sujet que je maîtrisais davantage et j'ai tout de suite eu comment dire j'ai eu des touches en fait sur des sujets Ouais. plutôt pur RevOps. Ok. Pour autant, et non, et oui, deuxième sujet, il y a aussi une envie de ma part de me remettre un peu dans le RevOps parce que je vendais de la prestation, mais je la réalisais pas. Et en fait, ça crée une distance en fait aussi entre ce que moi je faisais avant et au final ce que je faisais après. Et il y avait un besoin un peu quand même de remettre un peu les mains dans le cambouis. Juste Ouais, ok. pour revérifier que j'avais les compétences, pour me remettre dedans, quoi. Ouais, je vois très bien. C'est hyper Euh, intéressant. et en fait, naturel. Au début, je reviens très. Quand je commence mes missions en tant que freelance, je prends des missions en plus très tech, intégration de CRM, enfin des trucs vraiment très ops, mais la partie tech des ops. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux faire. Euh, Ok. c'est, je prends plus de plaisir là-dedans. Je prends plus de plaisir à faire de la tech pure et dure, à administrer des outils. Bah, ça va, hein, ça me va. Mais je sens que je peux avoir de l'impact différemment dans les entreprises. Et c'est marrant, mais du coup, je suis engagé dans les ops, dans des boîtes, et au final, je me retrouve à faire du sales management, à refaire des one-one avec des SDR, avec des AE, à refaire les playbooks, à Hmm. réécouter des calls, à passer des calls. Alors que je suis engagé sur un mandat très sales ops, très process, automatisation, etc. Et ça, Et donc, c'est c'est marrant. mais c'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai un peu un double, une double question derrière. C'est est-ce que tu penses que c'est parce que toi, tu as un profil qui tire vers la vente, etc. Et donc, naturellement, tu vas sur ces sujets-là? Ou c'est parce que dans les boîtes dans lesquelles tu as été, en fait, il y avait un manquement, enfin un manquement, peut-être un mot un peu dur, mais il y avait un besoin sur ces sujets-là. Et il s'avère que toi, tu avais le bon profil, donc ça a bien fonctionné. Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais, C'est on, vi- on va venir enfin, je vais spotter des problématiques. Typiquement, des problématiques liées à on close pas assez de deals, euh, on va pas assez vite dans nos cycles de vente. ouais. L'IS, est-ce que tu peux nous sortir les chiffres? Est-ce que tu peux essayer de nous trouver des solutions, automatiser telle chose, etc. Et en fait, quand tu prends du recul, tu te rends compte que le chemin le plus court pour atteindre l'objectif, c'est pas forcément un sujet ops, mais c'est peut-être un sujet de compétence ou un sujet de méthode de vente. Et donc, Ah, au c'est- final, je me dis, j'ai pas forcément besoin d'automatiser ce truc-là. Parce qu'en fait, ils ont le bon nombre d'opportunités. Mais en fait, s'ils font ça dans leur site, dans leur vente, si je leur apprends les ponts brûlés, si je leur dis s'ils sont meilleurs dans le closing, parce qu'en fait, naturellement, moi, je suis à côté des sales, je suis toujours dans l'open space des sales, donc j'écoute, je vois leur méthode de vente, et forcément, je suis plus sensible à ça parce que j'ai bossé avec les sales d'Up2 qui pour moi font partie vraiment du haut panier des sales que j'ai vu dans la vente de services, et j'ai fait de la vente. Du coup, j'ai une sensibilité accrue en tant qu'ops à ces sujets-là. Et donc, je me dis, bah là, on me demande de régler une problématique par le biais des ops, mais en fait, non, c'est pas ça le problème. Ça me fait penser à... moi, du coup, je bossais chez Akimo à l'époque où toi, tu étais chez Up2. Donc, on était en frontal sur quelques deals. Et je pense que les sales d'Up2 vont se reconnaître aussi dans ce que je vais dire. Et quand je vendais des prestations de services de coaching, d'accompagnement à la performance commerciale, souvent, j'avais le CEO, le head of sales qui me disait, il faut coacher mes gars sur la prospection parce qu'il me faut plus de deals. Et en fait, quand tu décomposais le truc, tu te rendais compte que tu avais des écarts de taux de closing qui étaient énormes entre les sales, que tu avais des délais de sales cycle qui étaient énormes. Et du coup, je disais, bah, en fait, moi, j'ai l'impression que si on fait ça, on remplit un saut percé. C'est d'abord, travaillons sur la partie closing, et puis ensuite, faisons la partie prospection, génération de leads, etc. J'ai l'impression que tu avais toujours le côté, tu vois, c'est plus facile d'exprimer un problème par quelque chose qui n'est pas, tu vois, l'équipe, les people, l'humain, etc. C'est plus facile de dire on n'a pas assez de leads plutôt qu'on n'est pas bon en closing. Exactement. Tu vois, c'est un peu la même histoire, j'ai l'impression que tu racontes. Ouais, bon, on avait la même problématique chez tout forcément, puisqu'on faisait partie, on était sur le même marché, mais c'était souvent le sujet qui revenait, c'était on n'a pas assez de leads. On n'a pas assez de leads, il faut qu'on ait plus de leads, donc il faut qu'on se débrouille pour avoir plus de leads. Et donc, il faut que soit on soit meilleur dans la prospection, soit en lead gen, soit on Ouais, externalise on la partie automatise les lead. séquences, etc. C'est Ouais. ça.
Et en fait, Ouais. quand tu venais mettre le nez quand tu diagnostiquais les chiffres, quand tu venais diagnostiquer les people, tu te rendais compte que c'était pas forcément un sujet qui était lié au volume, mais plutôt à la qualité. Quand t'avais des taux Mm. de déperdition de leads qui étaient monstrueux, t'avais des leads qui étaient pas appelés. On n'a pas assez de leads, mais on contacte pas 100% de nos leads dans le temps imparti. Euh, on, on a un taux de chute entre le R1 et le R2 qui est de l'ordre de 80% pour certains sales. Ok, on s'est pas posé des questions sur la découverte, sur le Ouais. ciblage, sur toutes ces questions-là, plutôt que de vouloir gonfler artificiellement un pipe qui est troué de toutes parts entre ton R1, ton R2, etc. Si tu gonfles ton pipe en amont, il a beau être troué, en fait, il continuera d'être troué et d'avoir encore plus de déperdition a Il y aura posteriori. plus de trous, quoi. Et des trous un peu Exactement. plus gros. Et du coup, quand tu décris ça, parce que là, j'ai l'impression que la posture de Sales Ops que tu as, c'est un mix entre, tu as Sales Ops, je connais la tech, Sales Enablement, je connais les processus commerciaux, etc. Un petit côté un peu DIRCO, coaching. Toi, pour toi, c'est quoi aujourd'hui un bon Sales Ops? Alors, je pense pas que j'ai pas un profil qui ressemble à tous les sales ops et je dirais pas qu'il y a un profil de sales ops, mais en fait, t'as plusieurs profils de sales ops. Enfin, je dirais que si on doit en résumer, tu peux en avoir plus ou moins trois. Ouais. Tu vas avoir des sales ops qui vont plutôt avoir un vernis tech, donc qui va être très bon dans les outils, très bon dans l'automatisation, Hmm. euh, qui vont être capables de te sortir des trucs assez fous, enfin d'automatiser des choses, des workflows complexes, etc. Qui sont très bons sur des outils comme Admiten, sur le CRM, etc., qui accélèrent beaucoup sur Claude aussi en ce moment. Ouais. Je vois beaucoup de sales ops qui font ça. Par contre, ces profils-là sont assez loin du business, comprennent pas forcément à 100% toutes les problématiques des personnes du terrain, voient les sales comme des gens chiants qui te pingent sur Slack. Je grossis le trait, hein, mais c'est ce que je vois. Hein. Pour info, je suis ambassadeur de la communauté des Ops, Business Operation Network. On est plus de 3000 Ops en fait en France. Et donc moi, je le suis depuis 6 ans et je suis arrivé sur Ouais. la pointe des pieds en tant que personne qui connaissait rien aux Ops. Donc ce que je te dis, c'est un crash test de toutes les personnes avec qui je parle, les événements qu'on organise. Enfin, je suis au contact en fait de toute cette communauté Ops. Donc premier, c'est les Sales Ops Tech. Tu vas avoir des sales ops un peu plus data, je dirais, data slash process. Et donc data process, c'est plutôt des gens qui vont pas forcément être, euh, à la différence de la partie tech, ça va plutôt des gens qui vont être analytiques, qui vont être capables de construire des belles analyses, qui vont comprendre en fait le business, qui ont un profil un peu plus forecast, incentive, qui vont Hmm. rentrer dans des logiques un peu plus analytiques. Pour autant, c'est pas forcément les gens qui sont hyper forts d'un point de vue tech, mais c'est un entre-deux avec le business et la tech, puisqu'en Ok. fait, ils vont être dans l'analyse de données, ils vont être capables de faire de faire des recos, d'être entre guillemets partenaires des équipes commerciales. Et après, tu as le sales ops business, qui pour le coup, lui, va être très proche des sujets terrain, très potentiellement dans comment je fais en sorte que le CRM il soit le plus adapté à mon cycle de vente, à ma façon de faire, etc. Il va avoir des sujets enablement souvent. Il va être Hmm. très proche du sales manager ou du head of sales. Il va parfois avoir des sujets d'enablement aussi. Donc il va monter sur de la montée en compétences commerciales, du playbook sales, etc., etc. Donc en fait, t'as ces trois typologies de sales ops là. Parfois, t'as des profils qui mixent un peu tout ça, mais c'est assez rare d'avoir les trois. Ouais, si t'as les trois, c'est que t'es quand même un très bon sales ops. Ok. Et si je reviens à ta question du coup de base qui était de dire qu'est-ce qu'un très bon sales ops, ben, en fait ça dépend. Ouais. Ça dépend vraiment de l'enjeu de la boîte. Je trouve que le mix des trois est pas mal dans un monde idéal. Si tu arrives à avoir les trois cases, c'est cool. Et après, dans des boîtes qui sont un peu plus structurées, généralement, tu vas avoir un mix dans les profils avec ces profils-là. Moi, chez Up2, Intéressant. j'avais une équipe de 4 personnes. Dans l'équipe, j'avais les trois profils. Ok. J'avais des profils qui étaient très différents. J'en avais un qui était plus tech, l'autre qui était plus analytique, et l'autre qui était un peu plus enablement. Donc, j'ai fait en fait un mix de cette équipe-là pour faire une sorte de super équipe Sales Ops. Et ça, c'est intéressant, parce que je j'avais pas du tout conscience de ces différents tu vois, types de profils dans une équipe Sales Ops. Mais quand j'entends ça, je vais mettre les pieds dedans et peut-être que je me plante complètement. Mais j'ai l'impression que, tu vois, on parlait de Claude à l'instant, le profil 1 et 2, typiquement, avec le Claude qu'on connaît aujourd'hui et le Claude qui existera demain, est-ce que c'est des profils qui sont encore viables
dans 6 mois, 1 an, 2 ans? Moi, je pense qu'ils seront viables euh, parce que tu as quand même besoin d'avoir une orchestration de l'intelligence commerciale euh, euh, pour adresser en fait ces sujets, ces problématiques business qui ont un vernis tech et data. Je dirais que s'il y en a un des deux qui est plus à risque, c'est plutôt celui de l'analyse de données, où Ouais. demain Head of Sales va être capable peut-être de faire le travail. Je le vois chez mes clients, je vois des Head of Sales qui sont de plus en plus autonomes sur les sujets de la data, qui fait Hmm. perdre un peu effectivement ce truc de je demandais à mon sales ops avant. Donc Ouais, sors-moi les dit, taux de hein, conversion du mois dernier. Là, normalement, exactement. tu le fais depuis Claude et c'est terminé, bonsoir, quoi. Exactement, les head of sales, en fait, ils commencent à s'affranchir. Dès que tu commences à être un peu techy, t'as pas forcément besoin. Sur la partie tech, pour le coup, je suis moins, enfin, je pense moins que ça sera une problématique parce que ça nécessite quand même de s'y connaître en architecture de données, Hmm. en qualité de la donnée. On sait que toutes les boîtes dans lesquelles je travaille ou j'ai vu passer, les données sont pas bonnes. Donc en fait, c'est même pas ce que tu regardes. Donc, t'as quand même besoin d'avoir un peu une personne qui s'occupe de ça. Et c'est pas le head of sales demain qui s'occupera de brancher, je pense, le CRM à un autre outil, à part peut-être dans certaines boîtes où le head of sales il va être un peu tech et où il aura, ça serait une petite structure. Mais pour moi, mettre de l'énergie sur un head of sales sur ces sujets-là, c'est déporter la fiche de poste là où il pourrait avoir un peu plus d'impact ailleurs. Euh, donc voilà. J'aime bien ce que tu dis parce que ça fait quoi une discussion que j'avais avec un client il y a 2, 3 jours qui me disait je suis en train de me buter à Claude, je réfléchis à remonter mon CRM et juste la brique qu'il me faut par rapport à moi, mes enjeux, etc. Moi, mon avis là-dessus, je serais curieux d'avoir le tien, c'est de se dire en vrai, les gars, chacun son job. Tu vas pas ton temps en tant que patron de boîte est certainement mieux alloué à gérer ta team, à bosser sur ton produit, etc., qu'à réinventer un truc qui existe déjà, que tu dois refaire from scratch et qui, j'imagine, d'ici 3 mois, bah en fait, tu te rendras compte que tu as oublié plein de trucs et que ouais, et du coup, tu vas retourner à l'époque d'il y a 15 ans où des grosses boîtes recrutaient des armées de dev pour construire leur propre CRM, quoi. Ouais, c'est marrant ce que tu dis. Je serais curieux d'avoir un chiffre, mais je pense qu'on l'aura jamais. Mais je pense que le FOMO qu'a amené l'IA là, sur les 6 derniers mois a dû peser une dette de productivité assez importante dans les entreprises. Ouais, Là où je pense que t'as n'importe quoi qui a été fait. Enfin, je l'ai vu chez certains de mes clients. N'importe qui prenait l'initiative de créer n'importe quoi avec un déport complet du focus, on défocusait tout complètement pour refocus sur l'IA. Là où en plus la stratégie des clouds, enfin Anthropic, ChatGPT et Co, est de se dire que on ouvre à du quasi gratuit au tout début. Et là, on le ouais, voit depuis quelques semaines. de moins en moins. Le coût du token est en train d'augmenter. Donc, on crée une Ouais. dépendance au use case. Et en fait, au fur et à mesure, le nombre de requêtes nécessaires pour pouvoir atteindre sa limite, il est en train de baisser. Donc, en fait, là, j'ai vu tout n'importe quoi. J'ai pas l'impression d'avoir vu, mais après, je suis pas non plus parfait, hein. J'ai pas vu des use cases qui craquent complètement des business aujourd'hui avec l'IA. Il y a des petits trucs. Il y a beaucoup de projets, je pense, qui ont été mornés. Donc, ouais, moi, enfin, je pense que ma conviction perso, mais après, c'est aussi mon côté RevOps qui ressort, c'est que c'est bien que chacun puisse avoir accès à l'IA, etc. Mais avec une délégation, enfin, avec un rôle clair. C'est pas au Head of Sales de refaire le CRM, tu vois. Enfin, Hmm. pas du tout. C'est pas son rôle, c'est pas son objectif qu'il l'utilise pour refaire des slides, refaire quelques analyses par-ci par-là, restructurer ses notes de réunion, ses one-one, etc. Ok, ça lui fait gagner des gains de productivité, mais pour moi, à minimal à court terme, il faut que l'IA soit plutôt utilisée dans comment j'optimise ma fiche de poste en fait. Et pas comment je vais aller faire le travail du dev ou du mec du produit, parce que c'est pas ton objectif, t'as pas été engagé pour ça. Hmm. C'est quoi les projets mornés? T'en as deux ou trois en tête que tu peux expliquer pour qu'on puisse bien capter tu as l'écart entre ta fiche de poste et ce qu'a pu faire quelqu'un de son côté? Euh,
je sais pas, en fait, t'as des personnes qui ont commencé à brancher Claude avec Salesforce, avec HubSpot, et en fait, Claude a fait n'importe quoi. Et donc c'est en branchant en prod, j'ai vu passer des trucs Ah sur ouais, Salesforce. ah ouais, Ouais, ok. ouais, c'est en prod en plus, donc Ça bien dans la data. j'ai vu un mec qui a dit sur LinkedIn que ça lui avait pété complètement tout son Salesforce. Il avait récupéré une dette technique hyper importante, puisqu'en fait la capacité de travail de l'IA permet de faire du x10, x15, x20. Ouais, Et en fait, ça a cassé des champs de données, ça a des impacts après sur beaucoup de choses, sur des décisions, sur de la BI, sur des chiffres côté finance, côté opération. Donc ça, c'est un exemple déjà comment dire, de attention à la surconfiance ouais. là-dessus. J'ai vu des trucs aussi autour de la prospection, où en gros, t'ouvres ton LinkedIn et toutes les 5 secondes. D'ailleurs, Claude a moi j'ai remplacé co- mon équipe SDR. ouais, moi j'ai commenté, enfin par curiosité forcément, j'ai reçu j'ai 25 MP que j'ai jamais lu tiens, voici le playbook. Mais c'est Euh, la même boîte en plus qui est derrière, hein, qui a fait euh, je sais même pas. je crois que si. Je Bah crois que- enfin tout le monde y allait de son post LinkedIn pour pouvoir aller chercher du reach. Ouais, Euh, mais non non ouais, tout ce qui est autour de la prospection, je crois que t'as quand même eu des trucs pas très ouf. Parce que bah en fait tu contactes enfin tu grilles complètement ton image de marque parce que tu contactes n'importe qui avec des messages qui sont pas forcément ouf. Euh, Après sur les sujets IA SDR aussi j'ai vu beaucoup de choses. IA SDR ça fait quand même 2 ans qu'on en ouais, parle. J'ai pas vu beaucoup de boîtes, voire aucune, autour de moi en tout cas, qui a craqué le sujet de mon niveau 1 de SDR c'est de l'IA. Et ouais. moi avec mon client, avec Legal Place, on l'a testé, hein, on l'a testé à plusieurs reprises. En plus, on est sur de la vente transactionnelle, il y a beaucoup de volume. Enfin, on a vraiment la typologie C'est très bon cas de. d'usage, ouais. Ouais, on a dans le très bon cas d'usage, on a testé plein de solutions. Franchement, il y a aucune solution qui me satisfait pour le moment. Je trouve que c'est trop robotique, ça marche pas très bien. Ça va pas assez loin dans l'exercice commercial, en tout cas Hmm. dans l'exercice de qualification, hein, même pas. Je te demande pas de faire une vente, je te demande juste de prendre un rendez-vous avec un sales. Euh, donc ça, tu vois, ça c'est un autre use case où j'ai vu beaucoup de gens essayer de se prendre la tête sur ces sujets-là. Donc le CRM, la prospection, la qualification, c'est les use cases que j'ai vus à droite à gauche. Après, j'ai vu des trucs stylés dans d'autres boîtes, des trucs internes. Non, en vrai, on a mis des choses prometteuses là chez Legal Place. Ça nous permet d'aller assez vite sur des agents conversationnels pour les commerciaux Ah, c'est qui qui sont. je crois que je l'ai en tête, mais pour ceux qui n'ont pas l'info, c'est intéressant, je pense, d'avoir le use case en question. Ouais, le use case, il est assez simple. Les commerciaux de Legal Place, ils vendent des produits qui sont soumis à de l'éligibilité. Typiquement, pour le produit de la comptabilité, on peut pas vendre de la comptabilité à n'importe quelle typologie de Hmm. client. Typiquement, pour de la vente d'alcool, on prend pas la vente d'alcool en fonction de certaines typologies, certaines qualifications. Et il y a plein d'autres activités qu'on prend et d'autres qu'on ne prend pas. Ouais, Et ok. donc en fait, ça, historiquement, c'était soit dans la tête des commerciaux, soit dans un Notion avec 110 règles. Ouais, Et les règles, elles sont complexes. Tu peux pas maîtriser 100% des règles comme ça. Il y a des zones grises. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé en fait ce Notion avec un 6 mois de channel de Slack où il y a eu des discussions sur les zones grises. On a recréé une sorte de super Notion d'instruction et, avec Valentin, donc celui qui s'occupe des business ops chez Legal Place, on a créé un agent dans Salesforce conversationnel où le commercial, quand il est en call, il pose des questions comme s'il posait des questions au directeur de la comptabilité de Legal Place pour avoir le tampon. Et donc en fait, ce document-là, il a été validé par le directeur de la comptabilité chez nous. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est un agent IA qui est dopé à Claude, qui permet de te dire si oui ou non la personne est éligible ou pas éligible. Et ça a beaucoup d'impact puisque ça évite de vendre de la comptabilité à un client qui au final n'est pas éligible ou de se dire ce mec-là il n'est pas éligible alors qu'il est éligible. Donc au en fait, départ. il y a des Ouais. impacts business assez importants. Ouais, hyper intéressant. Et là, typiquement, tu es dans un cas où il y a énormément de data, des règles établies, et du coup, normalement, t'as pas trop d'hallucinations sur ce genre de truc, quoi. Non, de moins en moins. De moins en Ouais. moins. Mais ça c'est un exemple, c'est pas un exemple révolutionnaire, mais de manière générale, vu qu'on est sur le sujet de l'IA, si j'ai un conseil à donner aux gens que je vois autour de moi et que moi j'essaie de m'appliquer, c'est plutôt que de vouloir se mettre de côté sur Claude et vouloir révolutionner
n'importe quoi qui touche aux sales, par exemple, parce qu'on parle des sales aujourd'hui, partez plutôt de l'équipe sales, de ce qu'elle fait, de ce qui est compliqué. Hmm. Partez plutôt du besoin, partez plutôt de l'équipe, plutôt que de Ouais. partir de la tech. Parce que je vois souvent des idées qui sortent comme ça, mais qui partent pas du besoin. Et ça, c'est tu vois, tu parlais tout à l'heure de ce que c'est qu'un bon sales ops. Je vois beaucoup de choses côté sales ops où t'as des super projets qui sortent pour les sales ops, des trucs où ils ont passé des journées au carré à créer un truc top, mais qui ne sera jamais utilisé. Je pense que tu prends n'importe quel sales ops, tu lui poses Hmm. la question de est-ce que tu as déjà vu ça, il te sort au moins 10 Ouais. projets. Donc, parce que pas pris, ils ont pas mis le sales dans la boucle, pas co-construit avec eux, en décalage avec la réalité de leur semaine, etc., etc. Ouais, d'où le côté un peu, tu vois, diag, tu vois, dans le process, c'est observer, comprendre, agir, évaluer et puis améliorer, quoi. Et je pense que justement, les LLM nous encouragent à plutôt aller vite sur agir en se disant, putain, tout est facile, tout est accessible, tout est faisable. Mais t'oublies le côté un peu diag, je fais le projet, qui est-ce que je dois solliciter, comment je m'assure que ça ait de l'impact, comment je l'améliore, etc. Hyper Ouais, et on intéressant. sous-estime beaucoup la conduite du changement c'est un vieux lot de mer. Hein. Moi, depuis 10 ans, à chaque je bosse sur des projets qu'on lance auprès d'équipes et c'est tout le temps le sujet de la conduite du changement qui revient comme étant un gros pain. Sortir un super truc pour toi, c'est bien. Sortir un super truc pour des équipes qui l'utilisent au quotidien, qui ne sont pas forcément focus là-dessus, c'est un autre sujet. Ouais, je vois très bien le truc et je pense que ça peut faire un bon pont avec un sujet dont on a rapidement parlé avant de lancer l'enregistrement, c'était la Sales Academy. Moi, j'ai Ouais. l'impression, je te donne mon avis sur le truc, c'est que c'est un marronnier, la Sales Academy, dans le sens où tout le monde en parle. C'est un projet, toutes les boîtes ont des projets de Sales Academy. Et pour l'instant, je crois pas avoir vu, tu vois, une structuration de Sales Academy où je me suis dit, ah ouais, les sales, ils ont vraiment de la chance. C'est Ah, quoi parce que ton avis c'est là-dessus? parce que t'as pas vu celle d'Up tout, c'est pour ça. Non, mais je rigole bien évidemment, mais Je suis très chaud d'en savoir plus, hein. la Sales Academy, c'est la capacité d'encapsuler l'excellence commerciale au sein de règles, de process, d'évolution. Et en fait, c'est un programme qui permet de faire en sorte que tes commerciaux exploitent leur plein potentiel. Ok. Et dans la Sales Academy, tu vas autant avoir des sujets pour les sales que pour les managers. Et donc, concrètement, maintenant qu'on s'est dit ça, c'est quoi? Ouais. C'est déjà des parcours d'onboarding qui sont hyper bien léchés. Et par onboarding, j'entends pas que les premiers jours, mais les premiers mois. Ok. Pour moi, l'onboarding, en fonction effectivement de si tu vends de la vente transactionnelle ou de l'enterprise, tu vas pas forcément avoir la même longueur de complexité. Ouais. Mais chez Up2, l'onboarding, c'était une semaine complète avec moi, avec nous, les ops Ok. et l'enablement et les sales managers après où tu apprenais la méthode de vente, où tu apprenais comment vendre, où tu faisais de la réécoute, où tu apprenais le produit, le marché, etc., etc. Donc, la Sales Academy, c'est l'onboarding. Donc là, C'est, tu as une semaine, si on décompose par exemple up to, pour être hyper concret, à une semaine, c'est tout le monde autour de la table et on bosse les offres, les ICP, le discours commercial, la méthodologie, etc. Et pendant une semaine, on se fait rôtir là-dessus, quoi. ouais, c'est une semaine complète où ils étaient avec moi. Et après, j'ai recruté quelqu'un en Sales Enablement, mais qui était avec nous. Et après, ils passent un peu de temps aussi avec leurs équipes et managers le soir. Enfin le soir, les fins de journée. Et en gros, avec nous, on apprend effectivement le produit, le marché, la méthode de vente, et c'est un mix entre de la théorie, de l'écoute, de call, et de la Ok. pratique, de la mise en situation. Il y avait de la mise en situation tous les jours, et l'objectif c'était qu'ils prennent leur premier call le vendredi. Ouais, trop bien. Le vendredi, ils puissent prendre et on mettait des challenges avec le premier qui prend un rendez-vous, il gagnait quelque chose potentiellement. Donc voilà. Ouais, cool. Ça fait partie de la Sales Academy, c'est l'onboarding. Et après, Ok. t'avais des points de passage au premier mois, au deuxième mois, au troisième mois, où en gros, il y avait encore des modules qui arrivaient avec nous, avec des rappels, on revenait sur des sujets spécifiques. Donc en fait, on les reprenait même si les personnes partaient dans des équipes à droite à gauche, on les reprenait avec nous, et on faisait des rappels, ou en tout cas on faisait des mises en situation, on revenait sur ces sujets-là. Et après, derrière, nous en Ops, on regardait leur ramp-up s'ils ils atteignaient les chiffres qui étaient les chiffres qui étaient attendus. Hmm. Et du coup, c'est là Donc, où tu as une boucle qui se met en place et tu peux mesurer les écarts entre l'attendu et la production réelle. Et tu affines aussi, du coup, après ton programme d'onboarding là, sur les 3 mois. Est-ce que tu l'affinais en fonction des profils et en fonction de ce que tu voyais dans les stats, etc. euh,
C'est-à-dire l'affiner, qu'est-ce que t'appelles par ça? Peut-être que je vais trop loin, mais je fais l'onboarding avec un sales, je me rends compte qu'il y en a deux qui galèrent sur le sujet justement décision, d'autres qui galèrent sur l'échéance. Bah, du coup, je vais peut-être pas avoir le même programme d'accompagnement pour les profils en fonction de leurs points forts et de leur axe de progrès. Ouais, mais ça va plutôt être assumé par le sales manager, parce que pour moi, il faut pas non plus que l'équipe enablement se substitue au rôle du manager. Ouais, L'enablement est là pour mettre en place la formation entre guillemets classique, la formation continue, et donner les outils au manager de performer. Mais ça, c'est le rôle du manager d'être capable de spotter ça, puisque c'est lui qui est au quotidien avec lui, avec cette personne-là. Donc, Hmm. l'objectif de la Sales Academy dans l'onboarding, c'est aussi d'outiller le manager dans sa capacité à détecter les forces et les faiblesses de son collaborateur et de mettre en place le bon plan d'action. Ok. Et ça s'arrête au bout de 3 mois? Non, non, ça c'était donc dans la Sales Academy, ça c'est l'onboarding. Ok. Chez Up2, c'était 3 mois, le ramp-up. Mais en plus de l'onboarding, il y avait la formation continue en fait de tous nos collaborateurs. Et donc ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des grilles de compétences. Euh, je me suis inspiré moi, je suis un ancien arbitre de foot en Oh, semi-pro, et en fait, on avait des grilles. À chaque match, on était évalué sur des catégories, et il y avait des catégories, des sous-catégories. Donc, en fait, je me suis inspiré de ces grilles-là pour créer les grilles de compétences d'Up2. Et donc, en fait, j'avais la grille SDR, AE, AM, ouais. Sales Specialist, et j'avais des grilles qui étaient par niveau. Et en fait, c'était ni plus ni moins. Donc, tu avais un SDR de niveau 1, c'était ça, un SDR de niveau 2, c'est ça, un SDR de niveau 3. Et donc, l'objectif, c'était d'évaluer le collaborateur à l'échelle soit trimestrielle, soit semestrielle, soit annuelle. Ça dépendait en fait du profil, mais en tout cas, c'est un outil pour les managers et pour nous d'être capable d'évaluer le niveau du collaborateur. Typiquement, dans le cadre d'un SDR, c'était être capable de passer 100 calls par jour, 150 calls par jour. Donc, il y avait un item sur la volumétrie. Après, il y avait un item sur la productivité. Il y avait un item sur la méthode de vente. Est Attends. capable de pitcher, capable de parler avec un directeur général. Euh, dans son ouverture, il est bon. Il est capable d'ouvrir des portes, de prendre un rendez-vous qui est pas de no-show. Toutes ces choses-là, c'était des compétences qu'on venait ancrer dans ce qu'on attendait d'un bon SDR1, un bon SDR2, etc. pour les autres équipes. Et ça, c'est la deuxième brique, c'est l'évaluation des compétences Ok. qui permettait de servir le troisième pilier de la Sales Academy, qui était la formation continue. La formation continue, c'était pour toutes nos équipes. Donc, quand on a monté la Sales Academy, il y avait 120 sales chez Uptour, Ah ouais. qui étaient répartis sur 4 métiers différents. Et donc, en fait, j'avais des programmes de formation de toutes ces équipes-là. Un SDR, un SDR2, un AM, un AE. Parfois, j'avais des programmes qui étaient croisés. Et l'objectif, c'était de faire des formations sur les thème de la prospection, thème de la découverte, thème du closing, etc. Et d'organiser en fait tout ça et d'inscrire les sales et d'administrer. Donc nous, on allait trouver les 2 ou 3 experts en closing, les 2 ou 3 experts en découverte. On les mettait à la tête de la formation. Et- On lui tramait la formation. Lui, après, il prenait aussi la main sur comment il pouvait le faire. On venait le faire. On faisait le compte rendu à la fin de chaque formation. Chaque sales devait avoir un engagement vis-à-vis de la thématique qui était définie. On envoyait à chaque manager de chaque sales ce qu'a dit le sales pour lui dire il s'est engagé à faire ça dans les 30-60 jours à venir. T'es responsable de faire en sorte que ce soit géré. Donc ça fait partie de la Sales Academy, tout ça aussi. Ah, et du coup, tes plans de formation dépendent des compétences, enfin, de l'analyse, du mapping en fait des compétences. C'est intéressant parce que les playbooks sur rigueur, ils sont faits exactement comme ça. Donc Ok. typiquement, tu as un cas d'usage aussi qui pourrait être de dire, bah, sors-moi toutes les formations que je pourrais faire en analysant l'ensemble de l'équipe commerciale basée sur leur scoring de playbook, et du coup sortir les trucs comme ça. Ouais. Et après, tu fais des formations qui sont pas du coup, mois 1 on fait ça, mois 2 on fait ça, c'est par rapport aux besoins du moment, quels sont les enjeux principaux et du coup, qui est-ce que je mets dans chacune de ces thématiques-là. C'est ça, hein, je résume bien ton approche. Ouais, il y avait soit nous qui mettions des gens, soit on laissait aussi les sales s'inscrire ou pas s'inscrire, parce Ah, que ok. il y avait des thématiques. Et les formations qu'on faisait, il y avait des formations qui étaient plus théoriques, mais c'était quand même très pratico-pratique. C'était des trainings collectifs où quand tu t'inscrivais, tu ne savais pas si tu passais ou tu passais pas. Donc tu t'inscris, il y a un sales qui joue enfin c'est généralement la personne qui anime et qui joue le client. Il avait 3 ou 4 typologies de clients à faire.
Ok. Et ensuite, il y avait un sales qui passait, et il y avait deux sales, un qui donnait les forces et l'autre qui donnait les points d'amélioration de l'autre. Ok. Et donc, c'était ça, c'était quand même très pratico-pratique, Ouais. nos formations. Et c'était quoi la fréquence et la durée, juste pour finir là-dessus? Et on avait des sessions toutes les semaines. Toutes les semaines. Tous les sales passaient toutes les semaines. Non, non, pas tous les sales. Je dirais que quand on avait 120, ça devait être compliqué à Ouais. organiser. Mais un sales, il participait à deux sessions par mois à peu près. Et ça durait 1 heure. Et généralement, c'était sur la pause déj. Enfin, c'était sur le 13. Ils avaient 2 heures de pause déj. Et généralement, on faisait ça sur le 13h, 14h. Ça, c'est Thibaut, mon frère, il me disait, en 12 ans de vente dans sa précédente boîte, enfin sa boîte d'avant même, il a fait une formation commerciale en 12 ans. C'était vachement présent dans l'ADN Up2. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que Up2 a bien marché aussi. Ouais. Ou que des boîtes comme Akimo marché, c'est que c'est des boîtes, enfin, c'est des réflexes que la majeure partie des boîtes n'ont pas. Ouais. Euh, Oui, alors que c'est en vrai l'équipe commerciale, c'est l'oxygène de la boîte, hein. C'est si tu fais pas rentrer ton pipe et que tu closes pas, il y a personne qui à la fin du mois c'est ça. a ton salaire quoi. Et Ok. juste pour terminer sur la Sales Academy, je t'ai parlé d'onboarding, je t'ai parlé de grilles de compétences. Ouais. Les grilles de compétences, pour info, elles étaient aussi, on avait des niveaux et on avait des OKR. Et pour passer d'un niveau à l'autre, il fallait avoir le bon scoring sur la grille de compétences et avoir les OKR. Donc en fait, c'était du quanti-quali. Et donc en fait, si tu étais SDR1 et que tu voulais passer SDR2, il fallait que t'aies coché les cases en fait de ton de ton quanti. Donc t'aies fait autant d'appels, autant de ventes, etc., etc. Mais en plus de ça, il fallait que ton manager ait validé que tu cochais les compétences pour passer au niveau supérieur. Et Hmm. ça avait un impact assez fort parce que quand tu passais SDR2, tu avais une augmentation de fixe de 5 ou 10%. Donc en fait, on jouait les évolutions de salaire aussi sur cette Sales Academy et les évolutions dans l'entreprise. Et ce que je trouve hyper vertueux dans le modèle que tu décris, c'est que ça vient rendre très factuel les augmentations, les promotions. C'est tu es pas. Ce qu'on vient de décrire, c'est des comportements qui sont mesurables, observables, et tu peux pas challenger. Tu prends le sales qui a beaucoup de charisme et qui est nul. Bon bah, ça marcherait pas dans le schéma que tu décris. Exactement, ça a deux vertus. Ouais. Ça a deux vertus. Tu as une vertu où tu as 100% de transparence. C'est les personnes qui sont bonnes qui passent à l'étape supérieure. Il n'y a pas de favoritisme ou quoi. C'est tu vois, dans des boîtes, on se dit, ouais, tu fais passer ce mec-là parce que si, parce que là, c'est clair. Si tu veux passer d'un rôle A à un rôle B, si tu veux passer à un rôle manager, les règles du jeu, tout le monde les a. Donc déjà, un, ça c'est hyper vertueux. Euh, et deux, j'ai perdu mon deux, c'était quoi? Euh... Tu J'ai disais perdu. c'est hyper factuel, c'est pas challengeable. Ah oui, ouais, non, c'est ça. Et deux, en fait, si on a mis en place ce système-là dans la Sales Academy, c'était aussi qu'on voulait casser cette logique de j'ai un entretien annuel qui se passe et je dois attendre potentiellement. Disons que j'ai pas atteint en fait le niveau qui était attendu sur les 12 derniers mois. Parce que bah, on sait que les entretiens annuels, c'est 12 mois par 12 mois. Je suis à ça de passer au niveau supérieur. Euh, mais j'ai pas le niveau, donc je vais attendre 12 mois pour passer à l'étape supérieure. Et ça, on trouvait ça euh, quand même assez triste, enfin assez dommage Hmm. de se mettre dans un cadre rigide. Et donc en Ouais. fait, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que de faire des entretiens annuels, si un collaborateur il est hyper bon, il coche les cases de ce qu'on voulait du niveau supérieur au bout de 6 mois, en fait, il passe au bout de 6 mois au niveau supérieur. Et à Ouais. l'inverse, si un collaborateur il est en retard, plutôt que de passer en 12 mois, il passe en 14 mois à ce qu'on attend de lui, ben il va pas attendre 24 mois pour passer au niveau supérieur. Au 14e mois, en cours d'année, il passe au niveau supérieur. Donc on augmente son salaire et on augmente son attendu en cours d'année. Ouais, vachement bien. C'est un modèle qui est quand même assez motivant, je trouve, quand t'es sales. Ouais, bah on a eu des profils justement dans les deux sens. On a eu des profils qui sont montés très vite et on a d'autres profils qui mettaient un peu plus de temps. Mais parce qu'en fait, t'as des profils diesel dans la montée en compétences. T'as des profils qui sont, j'ai vu des gens qui ont galéré la première année et qui ont explosé après. Et donc en fait, Hmm. ça te laissait quand même dans ton académie de vente la possibilité de pouvoir mettre de la flexibilité dans ton équipe. Donc Ok. la Sales Academy, c'est tout ça. Et en plus de ça, on avait aussi 360 Learning, les playbooks. On avait en fait toute la partie montée en compétences avec la partie tooling de l'enablement de manière générale. Mais donc ça ressemble à ça, la Sales Academy.
hyper intéressant. Dernière question pour toi, Lies, avant qu'on termine. C'est qui les sales ou head of sales ou CEO qui t'ont le plus marqué commercialement dans les 10 dernières années? Ouais, bah là, actuellement, je travaille chez Legal Place et il y a un top profil qui s'appelle Farid de Legal Place, Paris de euh, Legal Place. qui, c'est une machine de guerre. Il a surperformé. Ça fait 3 4 ans qu'il surperformait. Il est devenu team lead maintenant, enfin head of AE. C'est la personne qui Ok, gère les AE. Mais c'était une machine quantitative et qualitative qui était capable de surperformer. Il avait parfois jusqu'à 2 ou 3 fois là, le niveau de performance du numéro 2. ok. Donc c'était Ah, mais vraiment c'est trop bien. le top performer. Et après, chez Up2, il y a des profils que j'ai trouvé intéressants, par leur sérieux, leur abnégation, leur volonté de vouloir vraiment bien faire. Il y a Geoffroy Beignet, avec qui était sales manager, Ok. qui menait son équipe, une équipe de 10 personnes, vraiment de manière très carrée, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup d'efficience, qui a su atteindre les objectifs systématiquement, toujours promis au travail, très sérieux, donc vraiment top manager. J'ai pas Ouais. connu en tant que sales, mais je l'ai connu en tant que manager. Ok, intéressant. Et en tant que sales, il y a un profil qui s'appelle Tanguy de Chevigny qui était un sales qui atteignait assez régulièrement le million de chiffre d'affaires, qui était pareil hyper sérieux, très intelligent dans la vente. Donc je crois qu'aujourd'hui il travaille dans une boîte qui s'appelle Mayday. Euh, Ok. et vraiment top profil Tanguy. Donc si tous les trois vous m'entendez, je passe le bonjour. Je vais les contacter pour les inviter après, naturellement. Très bien. Avec Eh ben, plaisir. merci beaucoup, Lies. C'était un plaisir de t'avoir. Merci d'avoir partagé toutes ces belles histoires. Et je te souhaite une très bonne journée. Merci Gauthier.